c'est la reine qui pond les œufs dans la colonie. Et pour ça, elle possède un système reproducteur assez extraordinaire. Il est composé de deux énormes ovaires qui font à peu près 150 ovarioles. Et ces ovarioles vont pouvoir pondre jusqu'à 1500, voire 2000 œufs, mais c'est vraiment un maximum par jour. Donc c'est vraiment une machine à pondre des œufs. Il existe aussi un organe qui est vraiment particulier, qui s'appelle la spermathèque. Alors la spermathèque, c'est une petite boule qui est située à la jonction des deux ovaires et sur le canal par lequel les œufs vont être pondus. Et cette ampoule spermatique va permettre aux spermatozoïdes des 10 à 20 mâles avec lesquels la reine s'accouple d'être stockés. Donc les spermatozoïdes de tous ces mâles vont être stockés dans la spermathèque et une fois que la reine aura été fécondée, dans les premiers jours de sa vie, eh bien pendant plusieurs années, voire 4 ou 5 ans, les spermatozoïdes de ces mâles-là vont être conservés dans la spermathèque de la reine, ce qui est une prouesse biologique, quoi. Lors de la ponte, la reine décide de féconder ou non un œuf en fonction de la taille de l'alvéole. Les alvéoles de mâle sont plus grandes que les alvéoles d'ouvrière. Donc quand elle voit qu'il s'agit d'une alvéole d'ouvrière, la reine, au passage de l'œuf, dans ce canal, va déposer quelques spermatozoïdes qui vont féconder l'œuf et qui va devenir une femelle. Par contre, si la reine détecte qu'elle pond dans une alvéole de mâle qui est plus grande, elle ne va pas déposer ses spermatozoïdes et l'œuf va être pondu et il sera non fécondé. Donc les œufs de mâle dans la colonie sont non fécondés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mâles sont dits haploïdes, c'est-à-dire qu'ils n'ont un seul stock de chromosomes. Alors que les œufs diploïdes, c'est bien la rencontre de l'œuf, un stock de chromosomes, et du spermatozoïde, donc 2 spermatozoïdes. Et on dit que les ouvrières chez les abeilles sont diploïdes. Alors après, comment ça se passe? La reine pond une femelle qui peut être un œuf déposé dans une cellule royale qui va donner une reine ou un œuf déposé dans une cellule d'ouvrière. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Uniquement la nourriture, c'est ce qu'on appelle le facteur trophique. Si la jeune larve de reine, par exemple, est nourrie exclusivement avec de la gelée royale, ça donnera une reine. Par contre, les ouvrières, issues d'un œuf femelle fécondé, au bout de 3 jours, quand la larve a 3 jours, eh bien, cette larve va être nourrie avec une nourriture différente, moins riche en gelée royale, et ça va déterminer sa caste en ouvrière. Donc c'est uniquement un facteur trophique, c'est-à-dire un facteur de nourriture, qui détermine si une larve va devenir une reine ou une ouvrière. Alors maintenant, on va parler de la fécondation, comment la reine est fécondée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les mâles, quand ils sont mûrs, ils sont prêts à féconder la reine, ils sortent de la colonie et ils vont quelque part dans la nature, quelquefois à plusieurs kilomètres, dans des rassemblements de mâles qu'on appelle des congrégations de mâles et qui peut regrouper des milliers de mâles aux alentours. Et c'est les mêmes endroits qui sont utilisés pratiquement tous les ans. On ne sait pas pourquoi c'est toujours là, mais c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Donc les mâles se concentrent dans cet espace aérien qui peut faire plusieurs dizaines de mètres et qui est situé entre 10 et 30 mètres d'altitude. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La reine vierge qui vient de naître sort de la colonie quand il faut qu'il fasse beau. Habituellement, c'est entre 10h et 16h de l'après-midi. Elle sort de la colonie et elle-même est attirée par ces congrégations de mâles. Et quand elle arrive dans ces congrégations de mâles, les mâles qui ont des yeux extrêmement développés, donc une vision très développée, tout de suite voient arriver la reine,
Donc il y a un stimuli visuel qui les attire vers la reine. Et ensuite, quand ils arrivent à quelques centimètres, eh bien c'est la phéromone royale qu'émet la reine avec ses mandibules qui va faire que le mâle, effectivement, va finir son acte et aller s'accoupler avec la reine. Donc l'accouplement a lieu en l'air. Et souvent, il y a plein de mâles qui essayent de venir, mais il est trop tard parce qu'il y en a un qui la féconde. Mais on voit là une espèce de boule, comme ça, arriver de haut en bas. Moi, j'ai vu ça une fois. On dirait une comète qui arrive et paf, qui arrive par terre. Et la reine qui a été fécondée par un mâle. Alors ensuite, ça ne suffit pas, parce qu'il faut que la reine ait suffisamment stocké de spermatozoïdes. Donc, tout pendant que la reine n'a pas engrangé en quelque sorte suffisamment de spermatozoïdes dans sa spermathèque, elle va continuer à se faire féconder. Alors peut-être le jour même, peut-être qu'elle va rentrer à la ruche et puis revenir le deuxième jour. Toujours est-il qu'on sait que la reine se fait féconder entre 10 et 20 mâles. Alors les pauvres mâles, quand 1 sur 1 millier de mâles féconde la reine, ben, celui qui est choisi, le pauvre, il perd son organe génital et meurt de ses souffrances, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a un intérêt vraiment évolutif très important du fait que la reine soit fécondée par plusieurs mâles. Parce que ça fait des fratries dans la colonie. C'est-à-dire, moi j'ai le même père alors que toi, tu n'as pas le même père que moi. Et d'avoir le même père, ça constitue une fratrie. Et donc, les scientifiques ont bien démontré que plus il y a de fratries dans une colonie d'abeilles, plus cette colonie va être adaptée à se développer de façon harmonieuse dans son environnement, à lutter contre les maladies, à résister à l'hiver, etc.